Bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette nouvelle séance d'Avenue Centrale. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir Alexandra Langlais, qui est directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut de l'Ouest Droit et Europe, donc institut qui est à l'Université de Rennes. C'est une spécialiste du droit de l'environnement et de l'agriculture. Elle a notamment travaillé sur les paiements pour services environnementaux, on en reparlera. Elle a été médaille de bronze du CNRS en 2014 et elle est l'autrice de nombreuses publications, notamment sa toute dernière à UGA Éditions, Construire le droit des ingénieries climatiques au croisement des enjeux climatiques et écosystémiques. Donc un ouvrage publié avec sa collègue Marion Lemoine-Chauneux et qui a la particularité, c'est un ouvrage collectif, de faire se croiser de plusieurs disciplines autour des questions d'ingénierie environnementale, des technologies qui sont censées faire diminuer, enfin en tout cas aider à réduire les problèmes climatiques. En 2019, elle a publié un autre ouvrage, L'agriculture et les paiements pour services environnementaux, presse universitaire de Rennes. Et je suis vraiment ravie de sa présence parce que ces thématiques dont elle est la spécialiste sont d'une brûlante actualité. Comme vous savez, on cesse de détricoter, de modifier, voire de diminuer non seulement le droit actuellement en général, mais notamment le droit de l'environnement au niveau européen. Et il me semble fondamental d'entendre les spécialistes qui travaillent sur ces questions à l'université nous donner un éclairage précis. Donc merci infiniment Alexandra Langlais et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors je tiens tout particulièrement à remercier Neema et Laurence pour leur invitation à présenter cette conférence devant vous aujourd'hui. Donc sur la thématique des innovations agri-environnementales avec une coloration juridique puisque je suis juriste comme cela a été présenté. Je tiens particulièrement à vous remercier toutes les deux parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir ce temps d'échange et puis quelque part ça permet aussi de rassembler ces recherches en cours et puis d'avoir une forme de réflexivité sur ces travaux. Alors, je voulais commencer par une introduction. Si j'y arrive, j'aurais plutôt mieux fait de faire comme ça. Non. Oui, là c'est mieux. Oui, c'est bon. C'est bon. Excusez-moi. Alors, je voulais commencer par vous insister en fait sur le terme d'innovation agri-environnementale parce que je vais beaucoup en parler, même si le choix de ce terme qui peut être considéré comme un condensé de mes recherches actuelles, le choix de ce terme est un peu glissant parce qu'il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est une innovation. Donc mais je trouve que c'était quand même une illustration des travaux qui sont en cours. Dans le cadre de cette présentation, alors classiquement pour les juristes, deux temps pour cette présentation. Je voulais d'abord parler des contours et des enjeux de la notion d'innovation agri-environnementale pour vous expliquer un peu de quoi est-ce que je vais parler. Et puis dans un second temps, là, je vais beaucoup plus insister sur la manière en fait dont le droit accueille cette notion d'innovation agri-environnementale et voire même identifier en quoi le droit peut être source d'innovation aussi, il peut y avoir des innovations également juridiques. Alors, sur ces deux parties, d'abord, de quoi parle-t-on? Je voulais vous proposer, pour que ce soit peut-être plus agréable, de le faire sous forme en fait de questions, interrogations sur les contours et les enjeux des innovations agri-environnementales. Alors d'abord, je voulais insister sur le fait que se tourner vers l'agriculture pour avoir des réponses environnementales n'est pas nouveau. N'est non seulement pas nouveau, mais aussi peut être considéré comme une réponse logique, et enfin de considérer que ce n'est pas nouveau, c'est une réponse logique, voire cela peut être aussi une réponse indispensable. Alors, pourquoi se tourner d'abord vers l'agriculture pour répondre à des problématiques environnementales n'est pas nouveau?
parce que depuis, alors je sais que vous êtes historienne, depuis, je dirais pas la nuit des temps, mais depuis très longtemps, en fait, l'agriculture a servi d'exitoire, notamment à la ville, en utilisant dans les champs les déchets urbains. Donc en fait, le fait que l'agriculture soit une réponse à des problématiques environnementales, ce n'est pas nouveau. Donc le fait qu'aujourd'hui l'agriculture puisse être une réponse à la lutte contre le changement climatique, finalement, j'insiste sur cet élément-là, c'est pas en fait une nouveauté en soi. Le deuxième élément, c'est que c'est une réponse qui peut être logique. Logique, en fait, à plus d'un titre. Logique, pour une première raison, c'est que aujourd'hui, on sait que, et on le sait, et on sait que l'agriculture manie le vivant. Et ça, en fait, c'est une donnée que l'on connaît. Alors, j'ai pas résisté à l'envie de vous citer l'article L311-1 du Code rural, où on qualifie en fait l'activité agricole comme la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique, qu'il soit végétal ou animal. Donc on voit bien en fait que cette relation est logique de par l'activité même agricole. Et puis cette dimension logique s'explique aussi par un chiffre. Le chiffre qui est que la surface agricole couvre plus de 38% du territoire européen. Donc, même s'il y a des disparités entre les différents États membres, eh bien, ce pourcentage de surface agricole sur l'ensemble du territoire européen, eh bien, va, pour le coup, justifier ou pouvoir, en tout cas, exprimer que nous avons en fait un potentiel important pour pouvoir élaborer des initiatives ou des innovations agri-environnementales. Et puis d'ailleurs, les innovations dont je vais vous parler ont un lien direct avec ces surfaces agricoles. Et puis le dernier élément de cette réponse, pourquoi on se tournait vers l'agriculture pour répondre à des problématiques environnementales, sur le volet de la nécessité, voire du caractère indispensable. Je voulais en fait vous faire un petit détour par le fait que par le besoin de rappeler que nous sommes plus en fait dans le cadre d'une crise écologique, c'est-à-dire en fait un phénomène passager. Et j'ai pas résisté non plus à l'envie de vous citer la formule qui avait été utilisée par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans leur ouvrage L'événement anthropocène. Et là je cite: prendre au sérieux l'Anthropocène, c'est donc acter qu'il n'y a plus rien à gagner à parler de la crise environnementale. Le mot crise entretient un optimisme trompeur. Il donne à croire que nous serions simplement confrontés à un tournant périlleux de la modernité, à une épreuve brève dont l'issue serait imminente. Le terme de crise désigne un état transitoire. Or, l'Anthropocène, dans lequel nous sommes entrés, est un point de non-retour. Il désigne un dérèglement écologique global, une bifurcation géologique sans retour, prévisible à la normale de l'Holocène. Fin de cette citation. Donc, on voit bien que le fait de ne plus être dans une logique de crise écologique, eh bien, ça impose une transformation de nos systèmes, de nos différents secteurs d'activité, dont celui agricole. Et plus encore, cela exige en fait de trouver de nouvelles solutions, d'autres façons de faire. Or, justement, on voit bien que face à l'urgence climatique, le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, avait, dans l'un de ses rapports en 2014, avait mentionné le besoin, justement, de recourir à d'autres solutions que les solutions qui étaient actuellement utilisées, celles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors justement, ils envisageaient l'existence de solutions complémentaires comme étant justement nécessaires pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, objectif qui a été fixé à l'échelle européenne. Et parmi ces solutions complémentaires, je reviendrai aussi dessus plus en détail, il y avait les fameuses technologies à émissions négatives, les NET. Ce sont des émissions qui visent en fait à capturer et séquestrer les émissions de CO2 qui ont déjà été émises dans l'atmosphère. Donc en fait, ils considéraient que la problématique de réduction des émissions n'était pas suffisante pour pouvoir atteindre cette neutralité et qu'il fallait en plus d'autres solutions, à savoir
capturer et séquestrer celles qui ont déjà été émises. Et c'est là en fait que l'agriculture entre en jeu. Pourquoi? Parce que les techniques de séquestration du carbone dans les sols agricoles, eh bien, s'inscrivent parmi ces techniques et peuvent donc contribuer à atteindre cette neutralité carbone. Et on verra d'ailleurs ensemble qu'à travers le concept de carbon farming, elles sont largement publicitées à l'échelle européenne. Donc ça, c'est la première question, interrogation sur les contours et enjeux des innovations agri-environnementales. La deuxième, et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous pose cette question? Parce qu'elle peut paraître un petit peu étrange, voire même paradoxale. C'est de s'interroger sur la nécessaire nouveauté de l'innovation agri-environnementale. Alors, est-ce que l'innovation rime nécessairement avec nouveauté? Alors vous allez me dire, mais oui, évidemment, puisque ça vient du latin et donc qui veut dire neuf, donc nécessairement il y a une exigence de nouveauté. Et pourquoi en fait je pose cette question par rapport aux innovations agri-environnementales? C'est que dans le cadre de l'agriculture, on va utiliser notamment des pratiques qui appartiennent au passé. Et du coup, est-ce que l'on est véritablement dans la notion d'innovation par rapport à des pratiques qui appartiennent au passé? Alors très rapidement, je vais faire un petit détour par le concept d'innovation. Je vous ai dit en guise d'introduction que la notion d'innovation n'existe pas en droit. On n'a pas de définition. Enfin, c'est pas exact de dire qu'elle n'existe pas en droit. Elle est notamment sous l'angle d'objectif, mais il n'y a pas de définition légale de l'innovation. Initialement, la notion d'innovation, c'est un concept économique qui vient notamment de la conception de Schumpeter, qui désigne l'innovation comme l'introduction d'une nouveauté productive dans un marché. Et pour suivre la pensée de Schumpeter, de nombreux auteurs ont considéré que l'innovation était donc un processus, et plus particulièrement un processus marchand. Et puis vous avez d'autres définitions qui visent plutôt à s'intéresser à la mise sur le marché réussie d'un produit, d'un procédé ou d'un service nouveau. Donc là, on a plutôt l'innovation au sens de résultat et de résultat marchand. Et puis, l'autre définition qui est intéressante, qui parle plutôt d'un avantage compétitif en réponse à un besoin de marché. Et cette idée à retenir ici, en réponse à un besoin. Et là, en fait, on voit bien qu'on est plutôt dans le pourquoi de l'innovation plutôt et moins dans l'idée d'une nouveauté à tout prix. Et en tout cas, on est moins dans l'idée d'une logique de rupture technologique par rapport à l'existant ou par rapport à ce qui a été existé, ou par rapport à ce qui a existé, pardon. Or, on voit bien que se replonger notamment dans l'histoire des technologies, des techniques et des pratiques va être à l'origine de nouveaux produits ou de services pour répondre à des problématiques qui sont contemporaines. Je voulais aussi vous mentionner une dernière définition, et là c'est un jeune docteur en droit qui a fait sa thèse en 2022 sur la valorisation de l'innovation en santé. Et là, en fait, il reprend le concept d'innovation, mais en y intégrant la dimension d'innovation responsable. Et donc, cette définition que je vous ai donnée ici, qui reprend cette idée aussi de processus au travers duquel les connaissances scientifiques issues de la recherche sont utilisées, je vous ai mis la définition afin de répondre à un besoin humain. On a cette idée aussi de besoin. Et elle est aussi le processus, et là j'aime beaucoup cette approche-là parce que ça va me permettre de faire le lien avec la séquestration du carbone. Elle est aussi le processus d'amélioration des connaissances techniques et conditions dans le respect et en faveur de l'être humain et de son environnement. Et là on voit bien, lorsque la promotion du carbon farming ou de la séquestration du carbone dans les sols agricoles a été faite par la Commission européenne, eh bien, on parle de pratiques améliorées de gestion des terres et qui va entraîner justement l'augmentation de la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Donc, on voit bien que
le point sur lequel je voulais insister ici, c'est que le fait d'avoir des techniques, et notamment les pratiques, le fait d'augmenter par exemple la quantité de matière organique dans les sols, c'est une technique qui avait été utilisée très largement par les agriculteurs pour augmenter la fertilité des sols. Et pas aujourd'hui, mais il y a plusieurs années. Mais là, le fait d'être dans une logique en fait d'amélioration de ces pratiques, par une amélioration aussi des connaissances, fait que l'on peut les inscrire parmi ces innovations environnementales. Le troisième élément aussi sur lequel je voulais revenir pour pouvoir mieux cibler les contours et les enjeux des innovations agri-environnementales, c'est sur la place à accorder dans le couple agriculture-environnement. Alors, ici, je me suis amusée à vous donner des exemples de solutions où justement l'agriculture va répondre à des problématiques environnementales et de vous poser la question, est-ce qu'il s'agit véritablement d'innovation agri-environnementale ou pas? Alors parmi les exemples que j'ai mentionnés ici, il y a les biocarburants. Les biocarburants, vous savez qu'ils ont été utilisés comme des combustibles. Ce sont des combustibles qui sont obtenus à partir de produits agricoles et qui sont utilisés dans le secteur des transports. Et la raison d'être même de ces biocarburants est d'être utilisés au lieu et place des énergies fossiles et donc de limiter les émissions de CO2. L'autre exemple, la séquestration du carbone dans les sols agricoles dont j'ai parlé à l'instant, qui va désigner un ensemble de pratiques agricoles qui visent à préserver, mais aussi à améliorer la capacité des sols à absorber et à stocker durablement le carbone. Et en ce sens, c'est pour ça qu'on les appelle puits de carbone. Et puis, un autre exemple que je voulais aussi vous mentionner, qui est un exemple qui est d'actualité et qui met au cœur la question de l'innovation pour le coup technologique, c'est l'agriculture de précision, qui là s'inscrit dans une démarche qui vise à recueillir le maximum de données obtenues à l'aide de capteurs en particulier, pour les traiter et offrir une décision en fait rapide et adaptée aux agriculteurs. Et plus largement, cette agriculture en fait de précision va utiliser les nouvelles technologies telles que les IA, l'intelligence artificielle, les objets connectés, la robotique, dans l'objectif d'améliorer la performance des exploitations agricoles. Et parmi ces performances des exploitations agricoles, vous avez celle de la performance environnementale, pour lequel l'agriculture de précision peut aussi répondre. Et du coup, on va considérer que l'agriculture de précision va être une des approches pour pouvoir répondre à la transition écologique, puisqu'elle va permettre, par exemple, d'utiliser moins d'intrants dans cette agriculture grâce aux données qui ont été communiquées à l'agriculteur. Et puis un autre exemple qui va certainement parler à Zoé qui est présente, l'agrivoltaïsme qui vise à coupler la production agricole et la production d'énergie renouvelable, soit une production d'énergie qui va être produite à partir de panneaux photovoltaïques qui sont situés au-dessus des productions agricoles et sur lesquels aussi je vais revenir. Ici, vous avez 4 exemples de réponses de l'agriculture à des problématiques environnementales. Mais à mon sens, et je dis bien à mon sens, parce que ça n'engage là pour le coup que moi, pour moi, il y en a seulement 2 qui pourraient être qualifiés d'innovation agri-environnementale. 2 que j'ai souligné, que j'ai mentionné en vert, qui pourraient avoir cette qualification. Pourquoi? Parce que la séquestration du carbone dans les sols agricoles, alors je voulais quand même vous dire pourquoi je les ai sélectionnés. Pourquoi? Parce que l'activité agricole dans ces deux exemples, eh bien en vert, va jouer un vrai rôle à destination, un vrai rôle environnemental, d'une part. Et je vais m'expliquer dans les critères en fait retenus.
Et l'autre critère, c'est un rôle qui ne l'écarte pas non plus de sa fonction de production agricole, donc de sa fonction initiale, qui est celle de produire des produits agricoles. Donc j'explique en fait mes deux exemples. D'abord pour la séquestration du carbone, on voit bien que la séquestration du carbone dans les sols va impliquer un changement de méthode de production agricole. Par exemple, on va utiliser le non-labour, donc on va utiliser un changement de pratique. Mais ça ne va pas en fait impliquer une atteinte à la façon. Alors, on va modifier les pratiques, mais on ne va pas modifier le fait que l'agriculteur continue de produire des biens alimentaires. Concernant l'agrivoltaïque, l'idée est de superposer deux productions, une production énergétique et une production agricole. Et si on retient la définition française de l'agrivoltaïque, sur lequel aussi je reviendrai, eh bien, dans cette définition française, eh bien, l'agrivoltaïque doit rendre des services à la production agricole. Donc là, on ne va pas non plus sacrifier la production agricole au service d'une autre finalité, et notamment d'une finalité environnementale. En revanche, dans les deux autres exemples, celui du biocarburant et celui de l'agriculture de précision, l'agriculture d'abord de précision, on est bien dans une vision environnementale puisqu'il s'agit en effet d'améliorer les performances environnementales d'une exploitation agricole. Donc on a bien cette logique-là. Par contre, où est la plus-value de l'activité agricole ici ? En fait, elle ne dépend pas de l'activité agricole en tant que telle, mais elle dépend des technologies qui sont complètement extérieures à l'activité agricole. Voire même peuvent, et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, peuvent déposséder aussi l'agriculteur de son libre arbitre, de son autonomie par rapport à son exploitation agricole. Et puis, concernant le cas des biocarburants, là aussi, ils ont une visée environnementale puisqu'il s'agit de se substituer à des énergies fossiles, pardon. Mais là, on a bien une activité agricole. En revanche, il s'agit bien de produire des biocarburants, donc on a bien une activité agricole. En revanche, elle se fait au détriment de la production initiale, qui est une production alimentaire. Donc là, on a en fait un jeu qui fait qu'on n'a pas, à mon sens, ce qui va constituer l'innovation. Pour moi, en fait, l'innovation agri-environnementale ici s'exprime en fait à travers la synergie réelle entre l'agriculture et l'environnement. Sur l'idée précisément que l'innovation va résider dans la qualité, dans l'exigence et l'intensité de cette synergie entre l'agriculture et l'environnement. Alors bien sûr, sur cette synergie, on va le voir aussi ensuite sur la manière dont le droit l'appréhende. Elle n'est pas source de difficultés non plus et d'incertitude pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc je voulais aborder le troisième point aussi pour ces contours entre le quatrième point, pardon, pour les contours entre l'agriculture et l'environnement. Que je vous ai mentionné, c'est celui-ci. Donc là, c'est parce que j'ai pas été assez rapide dans les slides. Pour vous mentionner le quatrième élément visant à préciser de quoi parle-t-on dans les innovations agri-environnementales, qui est sur la place de la technologie dans ces innovations agri-environnementales. Pourquoi ? Parce que très souvent, innovation rime avec technologie. Or, justement, dans l'ouvrage que vous avez mentionné tout à l'heure, que nous avons coordonné avec Marion Lemoine-Chaune, en 2024 aux éditions UGA, nous avions en fait qualifié d'ingénierie climatique tout un ensemble en fait d'ingénieries qui à la base sont des ingénieries écologiques et en particulier des ingénieries écologiques qui sont telles que la forestation, la reforestation, la séquestration du carbone, l'agroforesterie. On les a qualifiées en fait, elles ont une finalité de lutte contre le changement climatique et c'est en ce sens-là qu'on les a qualifiées d'ingénierie climatique, mais à la base ce sont des ingénieries écologiques qui visent en fait à agir sur les écosystèmes.
Et or, on voit bien que dans le foisonnement des techniques qui sont mobilisables à des niveaux évidemment de maturation différents, eh bien, on voit bien que les solutions fondées sur la nature ou sur les écosystèmes ont une place à part. Alors, je vous ai noté le schéma qui vient, qui est un schéma qui a été repris d'un rapport et qui est dans l'ouvrage, où on voit en fait les différents types d'ingénierie qui sont utilisées, d'ingénierie climatique, pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Toutes celles qui sont en rouge, ce sont celles en fait qui visent la gestion du rayonnement solaire, et toutes celles qui sont en bleu, donc plus basses, ce sont celles qui sont des techniques d'extraction du CO2 dans l'atmosphère et qui ont la qualification justement de technologie à émissions négatives, dans lequel figure la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Et là, en fait, dans celles qui sont en bleu, vous en avez qui vont avoir une action sur des écosystèmes tels que celui maritime, celui aussi terrestre, mais dans cet ensemble en fait de techniques et d'ingénierie, il y en a qui sont naturelles et d'autres qui sont complètement artificielles. Donc là, il y a un foisonnement en fait de techniques qui existent dans le cadre de ces technologies à visée climatique. Et ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les solutions fondées sur la nature, qui avaient été définies par l'IUCN comme des actions qui visent à protéger, à gérer de manière durable, à restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés pour relever des enjeux de société, eh bien, ont présenté un intérêt particulièrement intéressant. Pourquoi? Et je vous ai noté les arguments. Parce qu'elles étaient écologiques. Et donc, du coup, évidemment, elles impliquaient des coûts. Elles avaient une dimension, évidemment, beaucoup plus naturelle. Parce qu'elles étaient peu coûteuses. Évidemment, par rapport à des technologies extrêmement importantes, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, également, parce qu'elles étaient faciles à mettre en œuvre. Donc, on voit bien que il y avait, en fait, il y a une très forte demande de solutions fondées sur la nature par rapport à ces arguments. Ce qui avait été mentionné notamment dans un rapport entre le GIEC et l'IPBES, où on voyait bien cet argument du coût était aussi un argument très fort, mais c'est aussi l'argument qui est largement utilisé dans le cadre de l'Union européenne pour pouvoir pousser très fortement l'émergence de la séquestration du carbone dans les sols agricoles, pour pouvoir vraiment promouvoir cette technique à l'échelle européenne. Et sur ce rapport technologie naturelle, je voulais aussi mentionner les installations agrivoltaïques, qui est le second exemple dont je vous ai parlé. Alors, cet exemple est intéressant. Pourquoi? Parce que, évidemment, en ayant des panneaux solaires au-dessus, il y a une dimension technologique, mais en même temps, il y a une dimension, en fait, il y a une dimension très intéressante, c'est qu'on va accorder une fonction à cette technologie, une fonction qui est particulière. On va lui accorder une fonction qui va être assez similaire ou une logique très proche de ceux des écosystèmes. Et je vous ai mentionné donc ceux des écosystèmes. Je vous ai mentionné ce schéma que vous connaissez peut-être, le schéma en fait du Millennium Ecosystem Assessment, qui vise en fait à identifier. C'était une évaluation en fait internationale de l'ensemble des écosystèmes à l'échelle internationale, qui visait en fait à identifier quels sont les services qui sont rendus par les écosystèmes pour le bien-être humain. Et là, on voit bien que la dimension, la logique en fait des installations agrivoltaïques, eh bien, ces installations agrivoltaïques, vu qu'elles visent à répondre, à fournir des services à l'agriculture, eh bien, en fait, elles se positionnent dans une logique qui, finalement, elle s'identifie à une forme d'écosystème pour pouvoir rendre des services, là pas pour le bien-être humain, mais pour la production agricole. Et ce parallélisme, je trouvais qu'il était intéressant parce qu'on va donner en fait une fonction un peu différente aussi à la technologie, en l'espèce. Alors, ce dernier point, en fait, était par rapport aux innovations agri-environnementales, était tout simplement pour vous dire qu'on n'était pas uniquement dans une approche très technocentrée. Ce qui m'amène, j'espère, parce que là je parle beaucoup, j'ai encore un peu de temps.
pour quand même aborder le droit. Pour aborder le droit dans cette approche, et en particulier pour évidemment voir comment le droit, la manière dont le droit accueille ces différentes innovations agri-environnementales. Alors, avant de rentrer un peu plus dans cette approche, je voulais quand même faire deux remarques préliminaires, deux remarques qui sont importantes pour pouvoir expliquer le cadre légal qui va être appliqué, même si je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce cadre légal, mais au moins qui permettent de placer le curseur et de voir en fait dans quelle direction est-ce que le droit peut, doit ou pourrait aller. Alors, la première remarque va concerner la place qui est accordée à l'innovation, et en particulier à l'innovation dans le domaine agricole, dans tous les travaux préparatoires. Pourquoi? Parce que ces rapports sont extrêmement intéressants, parce qu'ils vont justement donner un peu le ton et donner en fait des indices concernant l'orientation qui pourrait être prise et la manière dont les politiques publiques peuvent se saisir justement de ces innovations dans le domaine agricole, et qui va in fine en fait se concrétiser juridiquement par la suite. Alors, on voit bien que dans beaucoup de travaux préparatoires, l'innovation est de plus en plus en fait mentionnée comme étant une réponse aux défis qui sont posés à l'agriculture. Je vous ai mentionné dans ce document, je pensais que vous avez deux rapports. Un rapport d'abord de l'OCDE, donc de l'Organisation de coopération et de développement économique de 2019, qui s'intitule « Innovation, productivité et durabilité dans le secteur agricole et alimentaire ». Et là, en fait, ce secteur agricole va répondre à... il est vraiment précisé que ce secteur agricole doit répondre à une demande croissante d'aliments sains et sûrs, sans endommager les ressources naturelles, et de faire face aussi aux défis croissants imposés par le changement climatique. Évidemment, dans ce rapport est pris en compte l'augmentation de la population mondiale et donc de la demande en produits alimentaires, qui est évidemment un des enjeux de la politique, des politiques agricoles, mais aussi, comme vous le savez, la hausse des températures qui va aussi avoir un impact sur le rendement agricole. Et donc là, on voit bien que tous ces défis que l'agriculture doit remplir au même moment et donc il y a des défis en fait qui sont concomitants et qui peuvent pas en fait être hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Et bien dans ce cadre-là, il est demandé aux politiques agricoles justement d'être dans cette logique d'innovation agricole et notamment d'innovation environnementale. Alors, c'est pas uniquement au niveau de l'OCDE que cette idée est promue. On a aussi cette logique-là au niveau de la politique agricole commune. Et dans le cadre de la politique agricole commune, dans le rapport en 2017, l'avenir de l'agriculture, qui visait un peu à préciser un peu le design de la politique agricole actuelle, même si on reviendra dessus, eh bien là, on voit, et là je cite, des innovations dans nombre de domaines, l'agronomie et notamment les solutions fondées sur la nature, l'élevage, l'agriculture verticale, la biologie, la technologie, le numérique, etc. sont à notre portée et peuvent être mises au service des systèmes agricoles et alimentaires de l'Union européenne aux fonctionnalités multiples. Donc on voit bien qu'il y a eu dans ce rapport aussi consacré à la politique agricole européenne, eh bien on avait un titre qui était dédié et intitulé « Utiliser la recherche et l'innovation afin d'établir un meilleur lien entre connaissances et production agricole ». Donc on voit bien que là aussi, l'innovation dans l'agriculture, par l'environnement également, est un moyen en fait de pouvoir relever l'ensemble des défis agricoles. La seconde aussi remarque préliminaire que je voulais faire et qui va évidemment là aussi impacter l'accueil qui va être fait aux innovations agri-environnementales, c'est la crise agricole. La crise agricole va aussi impacter évidemment la prise en compte de ces innovations agri-environnementales. Donc cette crise, vous le savez, qui a eu lieu à l'hiver dernier,
où étaient dénoncées les contraintes environnementales, d'une part, mais aussi les faibles rémunérations des agriculteurs. Une des conséquences en fait immédiates a été notamment la révision de la politique agricole commune, où on a en fait abaissé les contraintes environnementales dans le cadre de cette politique agricole commune, alors que pour la première fois dans l'histoire de cette politique agricole, eh bien, on n'a pas été dans un sens d'amélioration, on n'a pas été dans un verdissement plus fort de cette politique agricole commune, mais au contraire, on a en fait été dans un recul, et ce pour la première fois depuis la création de la PAC en 62. Donc là, il y a des signaux qui sont peu propices finalement à l'émergence de ces innovations agri-environnementales. Mais on voit bien que du coup, ce contexte de crise met aussi en lumière des enjeux socio-environnementaux que le droit doit aussi prendre en compte pour pouvoir encourager ces innovations agri-environnementales. Alors j'ai retenu comme mission en fait du droit à l'égard de ces innovations agri-environnementales 3 missions principales. La première, elle va être d'encadrer les innovations agri-environnementales, encadrer juridiquement, ce qui signifie encadrer juridiquement ces différentes innovations. Le deuxième, ça va être d'encourager, ça va être aussi un des rôles du droit, encourager le recours à ces innovations. Et là, on voit bien que le fait d'avoir même un cadre juridique permet d'encourager le recours à ces innovations agri-environnementales. Mais là, dans l'encouragement, on peut aller plus loin, et notamment via des incitations, notamment en orchestrant des incitations économiques. Évidemment, qui va être un puissant vecteur pour pouvoir promouvoir ces innovations agri-environnementales. Et puis le troisième, c'est d'assurer la pérennité également de ces innovations agri-environnementales. Et là, on voit bien, c'est comment est-ce qu'on va pérenniser ces innovations agri-environnementales. Et là, en fait, il y a un des enjeux qui me semble important aussi à rappeler, et sur lequel j'espère que j'aurai un peu de temps pour revenir, c'est le fait de ne pas opposer climat et biodiversité. Et ça, c'est un des éléments aussi dans l'ouvrage qui était mentionné tout à l'heure, sur lequel on insiste vraiment beaucoup, c'est de ne pas, en fait, de ne pas rester dans une approche en silo entre des composantes environnementales, mais bien de les considérer de façon concomitante. Alors, sur l'encadrement juridique des innovations agri-environnementales. Alors, d'abord sur l'agrivoltaïque. Le fait d'avoir donné une définition légale à ce qu'est l'agrivoltaïque, évidemment, était dans une logique de promouvoir ce qu'est de promouvoir en fait cette innovation, de promouvoir en fait ces installations agrivoltaïques. Alors je vous ai donné la définition, je ne vais pas revenir sur la définition en entier, mais au moins de rappeler que l'idée était de concilier production agricole et production énergétique, avec l'idée de garder la priorité à la production alimentaire. C'est vraiment l'idée qui a été retenue et qui est inscrite notamment dans la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable. On est dans la priorisation accordée à la production agricole. Et c'est ce que je vous ai dit à plusieurs reprises, avec cette idée, dans cette définition, d'accorder pour ces installations agrivoltaïques, de fonctionner sur une logique d'apporter des services à la production agricole. Et on voit là des types de services, c'est sur l'impact agronomique, sur l'adaptation au changement climatique. Là, on le voit très bien, hein, le fait d'avoir des panneaux, évidemment, on n'a pas le soleil qui va brûler les cultures. Donc, en fait, on voit très bien certaines approches qui sont proposées, notamment l'amélioration du bien-être animal, le fait de fournir de l'ombre aux animaux. Donc là, on voit bien que cette logique où les panneaux solaires doivent rendre des services à la production agricole qui doit rester prioritaire. Donc là, on a des critères qui visent à qualifier ce qu'est l'installation agrivoltaïque.
c'est-à-dire celle de rendre des services. Et puis, on a des critères qui visent aussi à indiquer ce que n'est pas l'agrivoltaïque. Alors, je vais pas détailler ce que n'est pas l'agrivoltaïque, mais je voulais quand même insister sur un point, sur l'approche du droit. C'est que vous avez en fait dans le droit, je vous ai mentionné une idée de service, le fait de maintenir l'activité principale, le fait de ne pas porter d'atteinte substantielle à la production agricole. Très bien, c'est inscrit dans la loi, mais ça veut dire quoi de ne pas porter d'atteinte substantielle? Ça veut dire quoi une activité principale? Et donc c'est pour ça que très souvent les détails ne sont pas dans la loi, mais sont dans les décrets ou dans les arrêtés d'application. Et ça, en fait, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue juridique, c'est de regarder en fait dans les détails. Et lorsque vous regardez les détails, alors je ne vais pas tout vous lire, je vous rassure, mais lorsque vous regardez dans les détails, je vous ai donné 2 exemples, notamment pour préciser l'activité principale, vous avez des critères, le critère de surface ou le critère de rendement. Et dans ces critères, vous avez des pourcentages. Pas excéder 10% de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque, que la parcelle doit être, que le rendement par hectare observé par parcelle doit être supérieur à 90% de la moyenne de rendement par hectare, du rendement par hectare. Et là, quand on lit ça, on se dit bon, c'est extrêmement technique, donc, mais quand on lit ça aussi, quand on lit ces textes, on se dit mais en fait, derrière les chiffres, on a une objectivité. On a en fait un certain nombre de garanties puisque si on dépasse pas 90 ou si on n'est pas au-dessus de 10%, ça veut dire qu'on est dans une logique quelque part de neutralité. En réalité, non. Et c'est ça en fait qui est intéressant à regarder, c'est que derrière cette apparence d'objectivité, c'est là où se cachent en fait les valeurs qui sont protégés par le droit. On voit bien que, notamment, le fait d'avoir accepté qu'il y ait une perte de rendement, on voit bien que l'activité agricole, elle n'est pas aussi principale que ça. Donc, en fait, c'est dans ces éléments-là, alors je ne vais pas tout détailler, mais c'est dans ces précisions-là où on voit que c'est extrêmement intéressant de s'intéresser aussi à ces détails, à ces précisions de l'approche juridique. Alors, je voulais aussi vous mentionner l'exemple, je vais pas intervenir sur les autres aspects parce que je n'ai pas le temps. Je voulais vous mentionner aussi l'exemple de la séquestration du carbone dans les sols agricoles, où là on voit bien qu'il y a aussi tout un corpus normatif qui a été mis en place, et notamment qui a pris les traits d'un règlement européen très récent, le règlement en fait du 27 novembre 2024, qui vise à établir là un système de certification relatif aux absorptions permanentes de carbone, de l'agrostockage de carbone et aussi un stockage de carbone dans des produits. Donc ça veut dire qu'ici, on va prendre en compte dans cette logique de certification toutes les formes d'absorption du carbone et pas seulement la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Alors, l'ambition de ce texte est très claire. Il s'agit de donner de la crédibilité aux absorptions de carbone en leur offrant donc de la fiabilité, de la qualité et par le fait d'établir un cadre de certification volontaire à l'échelle de l'Union européenne. Ce qui est ici vraiment très intéressant pour la séquestration du carbone dans les sols agricoles et ce qui fait à la fois la fragilité et le côté innovant, c'est qu'on a reconnu ici on parle, c'est pour ça qu'on change de terme. À l'échelle de l'Union européenne, on parlait de carbon farming, on parle de séquestration du carbone, et là on parle d'agro-stockage, c'est la même chose. Mais on voit bien qu'en fonction des textes, on a en fait des intitulés différents. Donc je vous ai mis aussi la définition, on voit bien que là c'est une pratique, un procédé qui vise à séquestrer le carbone dans les sols agricoles. Mais là on voit bien toute l'innovation là aussi du système qui a été mis en place, que ce soit pour agri-environnemental mais aussi juridique, c'est qu'on a des systèmes de stockage, on a accepté des certifications avec des systèmes de stockage volontaires. Et là en fait c'est très très particulier, c'est que en fait on a accepté que la séquestration du carbone
puissent être faites seulement pendant 5 ans. Ce qui signifie que, eh bien, en fait, la certification va être accordée pendant une période donnée. Et après cette période, eh bien, le carbone en fait séquestré, eh bien, pourra être rejeté de nouveau dans l'atmosphère. Et là, en fait, c'est là où on est vraiment dans cette approche aussi d'innovation juridique. C'est aussi de permettre cette solution avec l'idée qu'il faut conserver cette tension et cette incitation et cet intérêt pour les agriculteurs pour qu'ils puissent renouveler leur contrat et du coup d'avoir finalement un stockage temporaire, un stockage permanent avec des stockages temporaires, c'est-à-dire avec une forme de séquençage du stockage. Donc on voit bien que là, il y a un fort enjeu autour de cette séquestration du carbone, mais un risque, parce que les entreprises, par exemple, qui peuvent être intéressées dans la séquestration du carbone, vont dire bah, très bien, mais moi j'ai envie d'avoir une séquestration du carbone sur du long terme, donc je pourrais me retourner vers d'autres solutions que celles fondées sur la nature, qui sont plus pérennes et du coup qui sont en fait sur une durée beaucoup plus longue. Donc là, il y a vraiment de gros enjeux qui sont actuellement à mettre en place, d'autant que pour l'instant, le règlement carbone, on est vraiment dans une esquisse parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées à travers des actes délégués d'ici peu de temps. Donc on est en fait dans une approche d'entre-deux. Est-ce que j'ai un peu de temps ou... Alors, je voulais juste conclure sur un point, peut-être sur l'incitation, sur l'encouragement. Pourquoi sur l'encouragement? Parce qu'on a 3 niveaux en fait d'incitation possibles. On a les aides de la PAC, on a les paiements pour services environnementaux et que j'ai distingué en fait des promesses du business model vert. Donc très rapidement, puisqu'il me reste quelques minutes, sur les aides de la PAC. Et on voit bien que, par exemple, la séquestration du carbone, eh bien, fonctionne aussi sur une logique d'aide de la politique agricole commune. Mais les aides de la politique agricole commune sont fondées depuis la création des paiements, des paiements agro-environnementaux, sont fondées sur une même logique qui est celle, en fait, d'une compensation des coûts supplémentaires induits, en fait, par une activité dédiée à l'environnement. Donc on voit bien très clairement qu'on est dans une logique d'indemnisation, on n'est pas du tout dans une logique de rémunération. Ce qui signifie qu'on n'est pas non plus dans une logique d'incitation économique claire à l'égard des agriculteurs. Donc les agriculteurs, notamment quand il y a eu la certification carbone, celui-ci est passé sans aucun problème d'ailleurs, ce règlement européen, puisqu'il visait en fait, à l'inverse des autres, qui visaient aussi l'environnement, l'idée était de dire mais non, il faut une certification pour pouvoir avoir d'autres sources de financement et notamment des financements privés qui ne fonctionnent pas sur cette logique des aides. Donc là, ça c'était un premier niveau d'aide. Le deuxième niveau, les paiements pour services environnementaux, qui là en fait correspondent à une logique qui est encore un peu floue parce qu'on voit bien, on comprend bien l'idée. L'idée est d'évoluer vers une vraie rémunération pour les services environnementaux qui sont rendus par les agriculteurs. Mais cette idée en fait de vraie rémunération pose un certain nombre de difficultés parce que déjà on n'a pas de définition légale, en tout cas on n'a pas de contrat spécifique pour les paiements pour services environnementaux. Ça veut dire que plusieurs types de contrats peuvent répondre en fait à cette qualification. Mais l'idée, en fait, est d'impulser, en tout cas, une logique de rémunération. Et ça, en cela, c'est intéressant. Il n'empêche que dans cette logique, on est resté sur la théorie des externalités positives. C'est-à-dire que on va rémunérer un agriculteur, là en l'espèce, pour une activité, on va dire, secondaire à son activité principale, pour pouvoir, en fait, bénéficier d'un certain nombre pour bénéficier d'une rémunération. Ça peut être une source d'handicap. Pourquoi? Parce que on considère que on est dans une logique d'accessoire.
par rapport à l'activité principale, et que c'est parce qu'en fait il produit une activité en tant que telle, activité agricole, que cette activité génère des services environnementaux, que sa rémunération peut être accordée. Pourquoi je dis ça? Parce que on passe à une autre étape dans le cadre, en tout cas du business model vert, et qui est associé à celui de la certification carbone, où là, en fait, on considérerait que la séquestration du carbone dans les sols agricoles serait en fait un produit à part entière. Donc du coup, on aurait la logique, non pas d'accessoire, mais finalement une forme d'équivalence entre le produit agricole et le produit environnemental. Même si, pour l'instant, je parle de promesses, mais on ne sait pas encore comment ça va évoluer, puisque le règlement vient de sortir et qu'on est vraiment à ses balbutiements. En tout cas, il est très clair que ça a été affiché comme tel, la séquestration du carbone dans les sols agricoles devrait devenir le nouveau business vert pour les agriculteurs. Ça a été affiché tel quel au niveau des textes préparatoires, ceux qui ont été écrits par la Commission européenne. Donc là, on voit bien qu'il y a un intérêt très fort. Donc j'ai pas le temps de continuer, je suis désolée, sur la question des innovations sur la protection à long terme. Donc je vous ai déjà dit, ne pas dissocier les enjeux, parce que actuellement c'est le cas. Mais si vous avez, je vais juste terminer par ça, si vous avez une séquestration du carbone dans les sols, mais que vous ne prenez pas soin de vos sols, il risque d'y avoir un problème à court terme. Or, on voit bien que les garanties juridiques là actuellement des sols, elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là en termes de garanties juridiques pour préserver cet écosystème. Et de la même manière, pour l'agrivoltaïque, on a aussi une hiérarchie qui est faite. C'est que on a bien le duo production agricole, production énergétique. Par contre, cette réponse est faite au détriment de la biodiversité. Et pour l'instant, on voit bien qu'il y a une hiérarchisation qui est faite et une facilitation pour obtenir ces installations et notamment faciliter la dérogation espèces protégées. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux qui se mettent en place. Merci beaucoup. Désolée, j'ai dépassé. Merci infiniment pour cette conférence très riche et passionnante. Moi, j'ai été tout de suite frappée par l'historicité de l'innovation, en fait, du terme innovation. Je ne savais pas du tout qu'il venait naïvement. Je pensais que c'était plutôt un terme qui venait justement de l'ingénierie, de la technologie, et non pas du domaine économique, du domaine vraiment marchand. Et je trouve très intéressant qu'on termine, alors un peu de manière forcée, l'exposé avec justement ce nouveau business model vert où l'innovation est capturée dans des logiques marchandes économiques. J'ai l'impression que la boucle est un peu bouclée avec le début de la définition et peut-être j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, mais on va prendre les questions d'abord.